Où vont-ils? La grande fille a oublié les visites, elle a oublié le thé à servir, elle n'entend plus le bavardage stupide des jolies femmes, elle ne voit que ces ombres noires qui passent là-bas au-dessous d'elle, elle n'entend qu'une rumeur confuse qui monte, des cris, des appels. En bas, deux cochers se disputent. Des gamins courent en chantant. Une femme et un homme dans l'ombre se baisent longuement la bouche. Et les ombres passent. La grande fille regarde passionnément. Et voilà qu'il lui semble que c'est Paris qui passe, gronde et pleure sous ses yeux. Elle voit les femmes obscènes, elle voit les hommes faux. Elle entend les mensonges, elle touche les ignominies. Voilà le comte Z et sa maîtresse. Voilà la fille publique qui vend sa chair tous les soirs à l'acheteur inconnu. Voilà le romancier impudique, voilà le banquier voleur, voilà le prêtre faux et lâche, voilà la vieille dévote Abétie, voilà les rois, et voici les Gavroches, voici les princesses et les filles. Ils s'enveloppent tous de loques dorées et se font des petits saluts bêtes. Voilà l'actrice qui a de si jolies jambes. Et voici la petite épicière vertueuse, et voici tous, ils passent, elle les voit. Quelle foule immense! Pas un n'est un honnête homme. La grande fille tressaille. Elle se voit, elle est là, au milieu d'eux, aux misères. Elle a aussi sa loque dorée, elle dit aussi leurs mensonges, elle fait aussi leur salut. Et les yeux agrandis, l'âme palpitante. Elle se voit passer lentement, donnant la main à ces misérables, souriant, mentant, jouant la comédie infâme. Et au-dessus, la colonne profile sa masse sombre, éternelle image du temps qui seul ne change pas. 2 mars 1898. Cahier 4. Pour faire suite à mon cahier rouge. Ce volume a été commencé le 2 mars, hiver 1898, fini le 20 septembre 1900. Une nouvelle page dans l'histoire de ma vie. Mercredi 2 mars 1898. D'ordinaire, en commençant un nouveau livre, je mets quelques mots sur moi, mon état d'âme, cela me semble inutile avec celui-ci, qui est tellement une suite de l'autre, du bien-aimé qui dort là-bas caché à tous les yeux. Ce n'est que pour moi que j'écris ces livres. Je me le suis dit bien souvent, mais au fond ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai en ceci. J'ai toujours eu une espèce de souci atavique de la postérité, de l'après. Je dis atavique, car il est d'abord en mon père, qui, sans penser à l'opinion des envieux d'à présent, a toujours un peu travaillé pour son siècle, pour les siècles futurs. Mon père est un homme célèbre, dont le nom restera, je suis fière de lui. En écrivant ces pages, je ne voudrais pour rien au monde qu'elles fussent profanées par un regard indifférent, mais je voudrais qu'elles restent. Non pas comme un exemple de style, loin de moi cette idée. Je ne travaille pas ces lignes. J'écris sans chercher ce qui me vient du cœur, mais comme un intéressant document psychologique sur ce que pouvait être l'état d'âme d'une petite fille, qui écrirait sincèrement par cela même qu'elle écrirait pour elle, et qui dirait simplement tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle souffre ou tout ce qu'elle pense. Je voudrais que ces livres restent, parce que je veux qu'on connaisse mieux les enfants. On ne les connaît pas. La plupart voient en eux de petits êtres frivoles, incapables de penser. Je veux dire aux indifférents combien un enfant peut souffrir, combien une jeune fille peut être seule. Ô vous, tous les petits délaissés que je vous aime, est-ce le petit d'un, de 2 mois, qui m'est cher ainsi? Non. Celui que vous câlinez tant, madame, le petit joufflu qui tette encore, ne m'inspire aucun intérêt. Mais c'est vous, pauvre enfant de 10 ans, qui cherchez Dieu dans les ténèbres, c'est vous que j'aime et voudrais consoler. C'est vous, petite fille passionnée, qui avez pleuré et prié toute la nuit, qui avez appelé Jésus avec toute la confiance, tout le désir pur de votre petite âme naïve, et qui vous levez le matin le désespoir dans le cœur, car il ne vous a pas répondu. C'est vous, petit poète,
toute une journée fixer le ciel et tâcher d'apercevoir, à travers les nuages, les ailes d'un ange. Mais toujours une ombre vous les cache. C'est vous, vous tous, qu'on n'a pas compris, vous tous, enfants de l'âge ingrat. L'âge ingrat, c'est l'âge où l'on aime et où l'on cherche, l'âge où l'on est seul. Et plus tard, quand l'enfant devient jeune homme ou jeune fille, il n'est pas moins seul. Quelle est cette loi étrange et terrible qui veut que, tout en vivant au milieu d'amis, de parents qui vous aiment, on soit aussi loin d'eux moralement que l'étranger le plus inconnu? Jeudi 10 mars plus 8 jours. Les guillemets. Car je crois au néant comme je crois en moi. Fin de guillemets. Si j'ai cru jusqu'à maintenant à un Dieu, si cette croyance m'a soutenu et consolé, quoique le Dieu ne soit pas catholique, mais un Dieu à moi que j'adorais, eh bien, cette dernière espérance est partie, je ne crois plus. Plus en rien, qu'au néant. Mon Seigneur, mon Créateur, mon Maître divin, vous aussi m'avez quitté. Comme le Christ m'a quitté. Comme Marie la Vierge pure, comme les saints. Comme la religion, comme la foi et la naïveté m'ont quitté. Vous aussi, illusion sublime. Vous aussi êtes partis. Et je suis restée seule avec moi-même, sans autre Dieu que ces 1000 rouages dans ma tête qui s'appellent le cerveau. Et je me sens prise d'un découragement immense. Je n'ai plus envie de rien. En face de cette mort qui viendra, qui me prendra pour toujours, à quoi bon tous les efforts humains? La mort est si près. 11 mars, lendemain. Mon découragement était tel hier que le matin, fatiguée et désespérée, j'ai été prise d'une crise de larmes nerveuses. Mam, effrayée de me voir dans cet état, me demandait en vain ce que j'avais. Je ne pouvais lui répondre en sanglotant que je souffre. Où souffres-tu? À la tête? À l'estomac? La douleur morale n'existe pas pour mes parents. J'ai mal à l'esprit. Voilà tout ce que j'ai pu dire. Je ne m'expliquais pas moi-même cette poignante et soudaine douleur qui secouait tout mon être. À force de chercher ma voix, à force de crier vers la vérité, à force de torturer mon esprit de ces foules de philosophies qui toutes se contredisent, je deviendrai folle. 12 mars, lendemain. La Grollet. Quand serai-je là-bas? Loin de Paris, de ces misères. La Grollet. Champs verts, pleins de fleurs, herbes hautes, qui vous cachent tout entier, source pure, courant sous la mousse, repos, sous les vieux arbres. Loin de Paris. Mon cher Périgord. 17 mars plus 5 jours, 9 heures du soir. Je reviens d'une matinée costumée chez madame Brouardel. Je ne m'y suis pas beaucoup amusée, mais pour la première fois de ma vie, je n'ai pas été laide. Je suis coiffée à la 1830, les cheveux bouclés, formant 2 bandeaux sur les tempes, le chignon très haut, terminé par 2 grandes coques. Avec ma robe en mousseline de soie blanche, cela me donne un petit air étrange. Ce n'est plus moi, cette jeune fille presque jolie, ce n'est plus moi, et pourtant c'est moi. C'est moi, bien davantage que la Catherine que j'ai connue, c'est moi. Cette figure longue et fine, ces yeux songeurs, cette grâce mièvre. Je ressemble tellement à mon aïeule qu'il me semble que je suis elle. Sentiment extraordinaire. Si je me regarde dans la glace en faisant des révérences, j'oublie qui je suis. Ma personnalité s'efface à ce point que je me sens une âme autre, une âme douce, pleine de charme, et je reste 3 pages arrachées. Mardi 3 mai. Plus 26 jours. Nietzsche. Quelle révélation! Un livre sur lui note: il est probable que Catherine a lu à travers l'œuvre de Friedrich Nietzsche par Paul Lauterbach et Adrien Wagnon, paru à la librairie Schulz
en 1893. De l'œuvre de Nietzsche, 1844-1900, qui n'était pas encore mort, mais avait perdu la raison depuis 9 ans, cet ouvrage fut le premier à proposer en France des extraits traduits. Il s'agissait pour les auteurs de « donner à feuilleter, sous forme d'abrégé, la future édition française de l'œuvre de Nietzsche, au moment même où, après l'art et la littérature, la science et la politique allemande commencent à subir son influence. » Fin de guillemets. Un livre sur lui que j'ai dévoré a fait tout à coup grand jour dans mon âme. Regardez, je ne suis plus la même. Il fait clair dans mon esprit, doux, pur. Je suis forte. Voici la paix. Nietzsche. Il m'a fait voyager à travers le monde. Il m'a fait toucher du doigt toutes les misères, toutes les hypocrisies. Il m'a tendu la coupe empoisonnée. J'y ai bu à pleines lèvres. Je suis guérie. Y a-t-il encore de ces miracles? Trouver la paix là où tant d'autres trouvent la folie et la mort. Mais cela est, maintenant je suis forte, j'ai d'abord vu la bêtise de toute religion, note, dans un de ses cahiers de travail du printemps 1929, Catherine, faisant l'historique de son propre sentiment religieux, écrivit « Quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai quitté l'Église sur la foi de la philosophie de Nietzsche et de Madame Ackermann. » Fin de guillemets. Reprise, la bêtise de toute religion. J'ai vu et compris ses faiblesses. J'ai connu l'absurdité de l'hypothèse d'un Dieu, d'une immortalité de l'âme, d'une âme. Cette absurdité m'a guéri. Je n'ai plus pleuré de ne pas croire. J'ai ri en voyant ceux qui croyaient. J'ai compris que l'homme n'était rien encore, que sa douleur sera éternelle. J'ai même accepté la souffrance car elle est nécessaire à ce perpétuel enfantement de la nature qui se détruit elle-même. Je n'ai plus voulu la mort, car j'ai vu ce qu'il y a de beau et de grand dans la vie, c'est l'avenir. L'avenir qui apportera par la merveille de transformisme qui a fait du ver le singe, du singe l'homme, le surhomme, c'est-à-dire l'homme perfectionné à ce point que la différence entre lui et nous sera égale à celle qui nous sépare du singe. Le surhomme, cette intelligence à qui la nature sacrifie tout pour arriver à produire mieux, toujours mieux. Nous sommes un pont entre le singe et le surhomme. Nous souffrirons, nous serons sacrifiés, nous saignerons sous cette pression toujours plus forte de la nature et nous crierons grâce. Souffrons. Souffrir pour un tel but est grand, noble, beau. En voyant cette merveille, dont nous ne sommes que l'ébauche briller en nos songes, nous aurons le courage de dire oui à la vie. Puisque cette vie est utile, nous sommes destinés à souffrir encore et toujours avant d'arriver à satisfaire l'aspiration éternelle. Et nous souffrirons en jouissant de la beauté de la vie qui prépare encore de si merveilleuses combinaisons dont nous sommes la matière encore informe. Ainsi, après avoir déroulé sous nos yeux le désolant tableau des douleurs humaines, Nietzsche console et guérit en montrant le but si haut vers lequel nous montons. Nous ne verrons jamais le surhomme, hélas. Nous sommes des parcelles brutes de matière toujours en mouvement, mais que cela nous suffise d'admirer la vie et la beauté vers laquelle elle aspire. Nietzsche veut la force morale individuelle qui ne recule devant rien, dont les défaites sont des victoires. Il est le faible, tous les médiocres, les esclaves comme il les appelle, ceux qui plient sous les autres, ceux qui plient sous les autres et dont l'hypocrisie s'élève au-dessus des forts. Il les a décrits en une page d'une verve, d'une énergie,
d'une vérité étonnante. Venez ici tous et ôtez vos masques, on vous juge. Le 10 mai, plus 7 jours. J'ai découvert un livre de Nietzsche dans la bibliothèque, La généalogie de la morale. Note. Comme la première édition en français de la généalogie de la morale n'a paru qu'en 1900, dans une traduction de Henri Albert, Catherine a dû lire soit des fragments de cette œuvre, dans l'ouvrage de Lauterbach et Wagnon sur Nietzsche, soit parcourir le livre publié en allemand aux éditions Neumann en 1887. Reprise. Aussitôt je me suis cachée dans un coin, derrière un rideau pour jouir seule de mon trésor. Admiration. Je l'ai seulement commencé et peux dire à la hâte que le début me ravit. J'ai découvert aussi dans un coin noir, poudreux, une mine inépuisable de philosophes. J'ai parcouru Taine, réservé Renan pour la fin, apprendre ce que les jeunes filles ne savent pas, mais qui me tient, m'enfièvre le pourquoi de la vie, apprendre, lire, savoir, ou du moins, si je ne puis savoir, approcher le plus près possible. Je vais ce soir avec maman à une soirée donnée par une vieille amie de papa, Madame Aubernon de Nerville, note, représentante de la bourgeoisie louis-philipparde républicaine, Lydie Aubernon de Nerville, 1825-1899, tenait depuis 1874 l'un des salons les plus importants de la Troisième République, dont Alexandre Dumas fils, Henri Beck furent successivement les dieux. Dans son hôtel du square de Messine, elle favorisa la création de nombreuses pièces reprises par une vieille amie de papa, Madame Aubernon de Nerville, sorte de marquise de Rambouillet plus moderne, faisant des mots, de l'esprit, se piquant de littérature. On doit jouer une pièce de Sardou, Rabagasse, note Rabagasse, comédie en 5 actes, en prose, de l'auteur dramatique Victorien Sardou, 1831-1908, créé en 1872. M'amuserai-je? Oui, car j'aurai toujours la ressource de regarder autour de moi, de faire mon petit profit des réflexions faites, ma petite comédie de psychologie instantanée. 26 mai, plus 16 jours. Je reviens à l'instant d'une promenade à bicyclette avec Jacques Persson, André Troisier et mon frère. 40 kilomètres dans les jambes, cela tue, mais cela fait du bien. Il n'y a rien de mieux que la fatigue physique pour reposer l'esprit et rendre gai. Le soleil brille enfin. Dehors, on rencontre quantité de jolies demi-mondaines, sanglées dans des costumes voyants, des pantalons bouffants au-dessus des cuisses, et qui font de la bicyclette l'instrument de leur coquetterie, parfois de leur révoltante impudeur. Leurs amants les accompagnent jusqu'à un café, là où ils pourront boire à l'aise leur absinthe adorée. Non, la bicyclette ainsi je ne la comprends pas. D'un rapide coup de pédale, je les passe. Oui, j'ai une jupe, mais elle ne m'empêche pas d'aller aussi vite que je veux. Je file vite, les garçons peuvent à peine me suivre. C'est bon de se griser d'air et de vent. 11 juin, plus 15 jours. Parenthèse. Ceci est de moi. Une minute où Nietzsche a été trop difficile à croire. Fin de parenthèse. Il faut croire en la morale. Je m'avançais de plus en plus dans le positivisme. Je l'avais dépassé et commençais à douter de la bonté, de l'utilité, de la vérité, du besoin de la morale, même naturelle, surtout naturelle. Ne valait-il pas mieux vivre en brute et vivre heureux? J'ai été trop loin. Tous ceux même qui ont secoué l'inepte joug du dogme doivent croire en l'utilité, en la bonté, au besoin.
de la morale, et quand bien même il douterait de sa vérité. Ce n'est que par un perpétuel réfrénement de ses passions, de ses instincts, que l'homme arrive à se distinguer de l'animal, et ce n'est pour cela qu'un perpétuel sacrifice, qu'une perpétuelle immolation à ses désirs, à son devoir. Il est impossible de se représenter une humanité qui, par sa volonté de bonheur, se serait rabaissée au niveau de la brute instinctive et sensuelle, puisque ce n'est qu'au nom du fantôme de l'insaisissable bonheur que l'on parle. Eh bien, il n'est pas là. Il est plus, je crois, dans le sacrifice complet que l'homme, pour s'élever plus haut vers l'idéal, doit faire de tout ce qui semble le plus naturel au point de vue physiologique, au point de vue de sa nature, pour se retenir continuellement, dire non à ce qui est son moi le plus intime, et se fabriquer, en quelque sorte, une manière d'humanité factice, une âme, ironie, peuplée de beaux sentiments bien désintéressés, qui ont, avec la vraie humanité, autant de rapports que la lumière avec la nuit. L'homme n'a pas d'âme. Il s'en fera une. Il est foncièrement bête, lâche, mauvais. Son âme sera intelligente, courageuse, bonne. Il fera la morale. Et sur la morale, la société. Et parce qu'à présent on enlève la pierre fondamentale de ce bel édifice, il semble, hélas il était si fragile, que tout doive s'écrouler. Parce que, en remontant péniblement des effets aux causes, l'homme s'est rappelé qu'il y avait seulement quelques centaines de siècles qu'il avait une âme, parce qu'il s'est demandé quelle raison il avait eu de se la faire, cette âme qui avait mis tant de siècles à venir au monde, parce que, soudain, il a ri de sa propre œuvre, de son œuvre à lui, parce qu'il la rejette, qu'il l'a niée, qu'il a accusé de mensonge le conte de fées, qu'il aurait si bien dû prendre comme un conte. S'ensuit-il que l'édifice auquel ce conte servait de base doive tomber, insensé. Mais c'est l'édifice de ton bonheur que tu renverses, l'édifice que tu as mis des milliers d'années à bâtir. Et tout cela, tous ces siècles, tout leur génie, toutes leurs intelligences, tout le travail au bonheur commun, tous les sacrifices, toutes les vertus, toutes les souffrances, tout cela, tu vas le compter pour rien, puis encore l'effacer, pour retomber en ton abrutissement premier, quelle chute! Restons encore un peu, cela vaut mieux, auprès du vieil édifice. Vous pouvez enlever une pierre, il est solide encore. C'est l'édifice du bonheur de l'humanité. C'est le seul lien qui retient l'homme dans sa chute vers le néant premier. Qu'importe le mensonge, n'est-ce pas le bonheur que vous cherchez? Croyez au mensonge, donc vous avez une âme. Si vous voulez une morale, il le faut, mais soyez heureux. À la ligne, écrit en italique, 1900. Bien pour une gosse de 16 ans, puissamment bien, point d'interrogation. 25 juin, plus 15 jours. Enfin, la liberté douce du farniente. Lundi 27 juin 1898. Nous avons passé un gai dimanche hier ensemble. André Troisier, Liane et moi, note Liane, surnom utilisé pour désigner un jeune homme de 25 ans, avec qui Catherine croit qu'elle flirte dangereusement. Edmond Babu, alors secrétaire de son père. Chaperonnés par maman, nous sommes allés aux régates du bois de Boulogne, et quoique le temps n'ait guère souri à cet innocent divertissement, ça a été très gai grâce à la verve intarissable de Babu, qui, lorsqu'il est de bonne humeur, est bien le plus charmant garçon du monde. Je suis très heureuse. Je le sens, maintenant que je ne fais rien. Mes parents très riches me gâtent beaucoup. Je suis élevée fort peu sévèrement.
lisant un tas de livres en général défendus aux jeunes filles. J'ai un frère intelligent, quoique souvent pas aimable, et deux autres frères charmants, Jean et André Troisier, avec qui j'ai toujours vécu. Je ne compte pas Jacques. Depuis qu'il est né, mon père, ma grand-mère et ma mère ne vivent que pour lui et j'aurais bien le droit d'en être jalouse. Mais j'ai pris mon parti de cela, ayant heureusement un caractère accommodant. On me laisse une grande liberté, trop, au dire de ma, qui trouve suprêmement inconvenant la permission que j'ai de revenir du bois à bicyclette seule avec le jeune Babu, qui lui n'est pas mon frère, ni même mon demi, comme les Troisiers. 28 juin, lendemain. Catherine, Kitty, Cathy, Cata, vous êtes une petite folle imprudente. Autrefois, vous oubliez que vous n'étiez qu'une gosse et vous faisiez la jeune fille. Maintenant, c'est autrement dangereux. Vous êtes une jeune fille, vous l'oubliez, et vous vous comportez avec les tourderies d'une petite pensionnaire. Ça a duré presque tout l'hiver, le printemps aussi. Il faut que cela cesse avant l'été. Je veux dire, l'impardonnable légèreté avec laquelle je me permets de flirter la moitié de la journée avec Babu. Je ne le fais pas exprès. Il est aimable, il m'amuse. Cet après-midi, il pleuvait, j'ai passé mon temps à causer, rire, me disputer, me battre avec lui. Maman était sortie, nous étions seuls. Je sais bien que cela est égal à maman, elle ne s'est pas encore habituée à voir en moi autre chose qu'un bébé, mais enfin, ma raison me le dit. C'est très mal ce que je fais. Et même si je l'ignorais, les allusions transparentes des domestiques envers moi et lui lorsqu'ils parlent de nous devraient suffire à me rendre moins folle. Cet après-midi, il s'ennuyait, moi aussi, nous avons joué à nous battre. À un moment, comme il est beaucoup plus fort que moi, il réussit à me faire agenouiller devant lui de force. Pour me venger, je volais toutes ses plumes et exigeais comme rançon qu'il s'agenouillât devant moi à son tour. C'était fou, il est vrai. Il refusa d'abord, mais comme je tenais bon, il se décida. Il allait plier le genou quand la porte s'ouvrit et la femme de chambre parut. Quelle peur j'ai eue. Une minute plus tard, et elle le trouvait à genoux à mes pieds, dans une pose compromettante, pas du tout équivoque. J'ai 16 ans et lui 25. Un beau sujet pour les potins du voisinage. Catherine, Kitty, Cathy, soyez sages. Cela sera difficile. Je ne suis pas seule, lui aussi ça l'amuse. Je suis laide, mais il me trouve drôle. Puis, quand on s'ennuie... Jean m'a dit aussi que j'avais tort. Que je voudrais que Liane soit mon frère, mon cousin. Je pourrais rester auprès de lui tant que je voudrais, sans que ça gêne les imbéciles. J'ai écrit ceci pour moi, seul. Ce n'est qu'à regret que je mets ces bêtises dans mon journal. C'est une punition et une leçon. Edmond Babu n'est pas mon frère, ni mon cousin, ni rien à moi. Il est gai, gentil, sympathique, c'est vrai. Mais une heure passée avec lui n'est pas une compensation suffisante au scandale qui aurait si bien pu être tout à l'heure, être trouvé par une femme de chambre seule, lui à genoux près de moi. C'était innocent, je sais. Mais qui s'aviserait de croire mon histoire de porte-plume? 16 ans. Samedi 16 juillet 1898, plus 18 jours. Mes 16 ans sont définitivement révolus depuis mercredi. Il faut comprendre que Catherine entre dans sa 17e année. Je devrais être une jeune fille. Le suis-je vraiment? Je regarde dans ma glace, voici ce que je vois. Une grande fille, aux jambes longues, à la taille mince, aux bras démesurés, tout est long. Dans son corps, sa figure ovale et mince, son nez en soc de charrue, son cou, qui, s'il n'a la blancheur de celui du cygne, en a bien la forme, la taille, ses pieds, jusqu'à ses mains qui n'en finissent plus. Cette grande fille, elle est née sans doute sous l'influence du dernier croissant de la lune, c'est sans doute pourquoi elle en a la forme. Deux choses décidément jolies chez elle, ses cheveux et ses yeux. Une bouche grande, aux lèvres épaisses, un teint noir, noir,
une peau trop fine qui se couvre de boutons pendant les fortes chaleurs. Cet encens, je ne le trouve décidément pas satisfaisant. Je ne suis pas gracieuse, excepté quand j'ai très envie de l'être. Le principal charme de Catherine, c'est une mobilité d'expression, une vivacité. L'esprit prompt, gai, la répartie facile, une conversation drôle, originale. Une personne qui aurait causé avec elle longtemps, qui aurait vécu avec elle quelques jours, une personne à qui elle aurait désiré être agréable, résumerait probablement ainsi son opinion guillemets. Catherine, nous nous sommes promenés, nous avons fait des parties et un peu causé ensemble, c'est une drôle de fille, amusante, elle a beaucoup d'aplomb, d'entrain, d'esprit, elle est laide, mais gentille, agréable, on ne s'ennuie jamais avec elle, peut-être un peu trop originale. Fin de guillemets. Je n'aurais probablement montré à cette personne que le côté de moi que je montre à tout le monde. Voici pourquoi son opinion de moi peut sembler fausse. Je tiens à paraître gaie, folle, pleine d'entrain. On dit de moi, guillemets, qu'elle est amusante, fin de guillemets. Si je montrais ce que je suis, personne ne comprendrait. Je serais ennuyeuse. Il faut amuser ses amis. Je les amuse, que diable. Première manière, dire des bêtises. J'ai remarqué que les gens disant des bêtises étaient plus écoutés que les sages, et j'en dis. Plus c'est inconvenant, plus on rira. En avant. La médisance, la moquerie, le rire. On vous en fichera des paradoxes. Deuxième manière, le sport. Aux gens sportifs, je plais énormément. Cheval, bicyclette, tennis, croquet, automobile, canotage. Je suis au courant de tout cela, je l'adore, je ne vis que pour cela, etc. Aux gens sérieux, je déploie l'étendard sacré. Sciences occultes, psychiques, morale sociale, philosophie à l'eau de rose, littérature, etc., etc. Aux petites dames, je parle chiffon 1 heure sans désemparer. Aux vieux messieurs, galanterie. Aux jeunes messieurs, théâtre et plaisanterie, flirte quelquefois, ça dépend. Aux vieilles dames, morale et musique. Lacordaire et Chateaubriand, et Bossuet, et Heine, et Mozart, et Méhul, et Meyerbeer, ouf, ouf, ouf. Aux jeunes filles, bal et matinée et danse en toilette et opéra de Wagner. Aux enfants, barbe bleue et de belles histoires. Aux chiens, des tapes, ils aiment ça. Habile jeune fille. Quel diplomate n'envierait ses dispositions? Avec tout ça, s'il est une personne au monde que je ne connaisse ni ne comprenne, c'est moi-même. 27 août 1898, Paris, plus 1 mois et 10 jours. Qu'il est doux, Seigneur, le sein de la famille. Je ne le goûterai pas avant 3 ou 4 jours le sein. Mais j'en ai un avant-goût ici, en tête-à-tête avec Mame, dans mon cher vieux home à moi. André Troisier débarque ici ce soir. Il passe un jour, puis va rejoindre, à son vif désespoir, je suppose, les braves parents à Le Tour. T-H-O-U-R. Cher vieil ami, est-il encore amoureux de ma précieuse personne? Je trouve qu'il a vraiment bien mauvais goût. Une réflexion. Pourquoi, grand Dieu, suis-je voué, en matière de conquête, aux extrêmes toujours? Les jeunes, jeunes jusqu'à 17 ans, ou les vieux, vieux à partir de 60? Je demande à goûter au milieu. Je sors de la lecture peu vivifiante des demi-vierges. Note. Marcel Prévost, 1862-1941, auteur de romans psychologiques et sociaux, dont Les Demi-Vierges, paru en 1894, édition Lemaire, Leme2re. Ce roman, peu recommandé aux vraies jeunes filles, fit scandale à l'époque. Il décrivait en un milieu oisif et jouisseur, mêlant la grande bourgeoisie riche et l'aristocratie qui s'amuse,
l'effroide manœuvre d'une demi-vierge, Maude de Rouvre. Reprise. Demi-vierge. Ça m'agaçait tellement que je l'ai fiché en haut de sa bibliothèque sans plus envie d'y toucher. Je ne suis pas une Agnès. Note. Catherine n'est donc pas la naïve et tendre Agnès de l'école des femmes de Molière, mais bien une autre Agnès, celle qui correspond à l'étymologie de ce prénom d'origine grecque, la pureté. C'est d'ailleurs sous l'égide de sainte Agnès, martyre à 13 ans, que Catherine allait bientôt choisir de faire sa confirmation catholique en 1900. Plus tard, elle intitulera Agnès un texte écrit en 1925-26, sorte d'autobiographie cryptée de ses 17 ans et très proche par instant de ce journal de jeunesse reprise. Je ne suis pas une Agnès, loin de là, mais enfin, a-t-on jamais vu une société si peu réelle que la peinte ce bon Prévost? Moi qui en suis une jeune fille, assez lancée, je ne conçois pas ces modes, c'est Antoinette, note. Il n'existe pas d'Antoinette dans les demi-vierges, mais une Henriette du roi, qui se laissent violer sans regimber et qui offrent leur corps aux beaux messieurs qui leur plaisent, comme on offre un morceau de pain ou une boîte d'allumettes. Si la demi-vierge existe en France, ce n'est que parmi le demi-monde des cocottes. Quelle chaleur! Et ta sœur? Ah, fait mal au cœur! Le fait est qu'on étouffe. J'écris en chemise de nuit, c'est peut-être pour ça que ma plume est légère. Me marierai-je? C'est la question. Si oui, comme je rirai plus tard en relisant ces bêtises. Pourtant, je crois bien que je resterai vieille fille. Je veux du grand amour ou rien. Et celui-là ne se trouve pas à tous les coins de rue. Aucune envie d'imiter Miss Maud et de faire précéder l'époque du mari par celle des amants. Autre réflexion, comme les parents sont bêtes de croire les jeunes filles de petites saintes ignorantes. Voir plus haut. La Groslay, 1er septembre 1898 plus 3 jours. J'ai passé 2 jours exquis avec la Groslay à moi toute seule. Maintenant, hélas, mes parents sont arrivés. Il me semble que je ne devrais pas dire hélas lorsque je revois ma mère après 15 jours de voyage. J'étais même ravie de la revoir jusqu'au moment où je l'ai revue. Mais elle n'est plus comme autrefois. D'abord, elle ne m'aime plus. J'ai vu très bien que cela ne lui faisait aucun plaisir de m'embrasser après si longtemps. Elle n'est plus Nanny. Elle m'aimait petite, maigre et malade. Femme, avec la taille plus haute encore que la sienne, avec une volonté et une intelligence qui sont conscience d'elle-même, avec parfois un charme de jeunesse qu'elle peut envier, je lui suis indifférente. Cela m'est égal du reste. À mesure que je vieillis et que je m'appartiens de plus en plus, je m'éloigne d'elle, dont le caractère et l'esprit sont si différents des miens. J'ai été contente de revoir Jean. Je serai contente encore de revoir Père. Je suis contente de revoir my old chap. Note, mon vieux copain, c'est-à-dire Edmond Babu. Et puis, je suis heureuse ici, quoi qu'on fasse et qu'on dise. Il me semble qu'ici j'ai la volonté et la force d'être heureuse, que c'est plus facile. 28 octobre, plus de mois. J'ai été heureuse, oui. Maintenant, j'en ai assez. Pas de partie folle avec mon grand ami. Pas de la gaieté ni de l'insouciance, non. Mais de tous les autres, de ma grand-mère, de cette huître de Lecomte de Lille, de ma mère, surtout, note, Lecomte de Lille. Il s'agit de la veuve de Charles Lecomte de Lille, mort en 1894, guillemets. La vieille de Lille, fin de guillemets, comme l'appelle un peu plus loin Catherine, est venue passer le début de l'automne à la Groslay, où de nombreux livres de la bibliothèque avaient été reliés par son mari
et léguée par lui à Samuel Pozzi. Reprise. Détester sa mère, je n'en suis pas là encore, mais je ne peux plus l'aimer. Ce sont des scènes. Je ne suis pas assez prévenante avec elle, saine. Je ne l'embrasse pas avec assez d'effusion matin et soir, saine. Je mets une autre robe que celle qu'elle a indiquée, saine. Elle me gronde si je sors seule avec Edmond Babu. Elle me gronde si je me couche à 10 heures le soir au lieu de 8h30. Elle me gronde si je lis trop. Elle me gronde si je ris trop. Elle m'empêche de lire de la philosophie. Elle me défend de grimper aux arbres. Elle me traite à la fois comme une femme, qui doit être sage et sérieuse, ou comme une gosse de 8 ans. C'en est arrivé à ce point funeste que la famille me produit à présent un effet déplorable. Mon caractère a ressorti en avant tous ses angles les plus aigus. Et comme le ciel, est-ce heureux ou non, m'a doué d'un aplomb extraordinaire et d'un sang-froid admirable, je passe mon temps à me ficher de tout le monde, avec esprit parfois, ce qui n'arrange rien, avec méchanceté toujours, du reste ils me le rendent bien. Je suis très impolie, très mal élevée, et une chose est bizarre. Lorsque ma mère essaie de me remettre à ma place, de me réprimander, dans l'intention de m'élever mieux, ça me fait plus de mal que de bien. Ça m'excite au dernier degré, toute ma vanité ne fait qu'un tour, et je suis plus hérisson après qu'avant. Voilà l'état des choses maintenant. Ma grand-mère est indifférente et digne, se console en bourrant Jacques de chocolat. La vieille de Lille me boude, ma mère me bat froid, et me fait entendre par d'habiles allusions cousues de fil blanc que je suis une fille sans tendresse, sans cœur, ingrate, dure, froide, dont elle se désintéresse totalement. Cathy, que te reste-t-il? Est-ce Edmond qui te consolera en te répétant avec admiration que son plus grand bonheur serait d'être ton frère, ou en raillant tes défauts, sans fiel, lui du moins? Non, non, va-t'en, petite jeune fille au cœur glacé, sans un ami, sans une amie, sans une vraie tendresse qui sache pardonner, sans un mot doux qui caresse ta petite âme dure et la rende meilleure, va-t'en, fière de ton orgueil immense, dans ton dédain des choses et des êtres, va-t'en, pauvre petite fille désabusée avant d'avoir vécu, dont l'esprit est plus amer que celui d'un vieillard, et plus sec que celui d'un misanthrope. Si je pouvais aimer quelqu'un et le dire, si je pouvais souffrir pour quelqu'un et pleurer pour quelqu'un, si seulement je pouvais ne pas railler le monde et moi-même, si je pouvais sentir et aimer. Novembre 1898, le mois suivant. Tardy, qui était venu passer 15 jours, est parti hier. Decret, ce matin. Enfin, Edmond ce soir. Note. Decret, probablement le fils d'Albert Decret, sénateur de la Gironde et futur ministre des colonies. Reprise. Cela m'a fait de la peine. Quel mois exquis nous avons passé ensemble. Mon pauvre petit Pharamond, note. Probablement le surnom que donnait Catherine à Edmond Babu. Pharamond est un personnage légendaire qui passa longtemps pour le père de la monarchie franque. En anglais ensuite. I feel so friendly. Note en bas de page, la lecture en français. Je me sens si proche de lui, si proche, comme si j'étais sa sœur la plus chère. Oh, j'aurais aimé l'être. Quand nous verrons-nous de nouveau tous les deux, quand et où? Et serons-nous camarades encore, le serons-nous à nouveau? Le monde et ses simagrées nous séparera mieux que tout, et Cathy, hélas, deviendra mademoiselle Catherine. Tout ce passage est rayé d'une grande croix sur le manuscrit du journal, et c'était écrit en anglais.
Ouvrez la parenthèse italique. 1 an plus tard. Qu'on est bête quand on est jeune. Faut-il donc avoir 17 ans pour apprendre à ne pas donner banalement son amitié et sa fraîche et joyeuse amitié d'enfant, naïve, profonde au premier venu. Fin de parenthèse. Toujours italique, 1 an plus tard, encore 1 an plus tard, que de périodes, que de périodes. Je m'aperçois que je manquais joliment de naturel. Et puis quel orgueil! 29 janvier 1899 plus 2 mois, ou même 3. Presque 3 mois, et une page blanche. Presque 3 mois, et rien. Pourquoi? N'ai-je pas vécu, n'ai-je pas senti, je ne sais. Si, j'ai vécu pourtant. Trop peut-être. Que sais-je? Novembre et la fin des vacances, Paris, avec toute la nouvelle vie, des cours en plus, la dernière année de travail chez les Hauts Souliers, la première année de bal, une jeune fille, je suis une jeune fille, il paraît. J'ai un chignon, des jupes longues, j'ai tellement changé cet été que mes amis IES ne me reconnaissent plus. Je suis une jeune fille, que m'importe, je te crois. Est-ce pour cela que je me suis tue et que ces pages ont été muettes si longtemps? Non, je ne crois pas. N'ai-je pas senti ni pleuré? Il me semble que je suis dans un rêve. Ouvrez la parenthèse en italique. Ce style boursouflé me porte sur les nerfs. Est-ce donc moi qui ai écrit ça que de phrases? Fin de parenthèse. Quelque chose change en moi tout doucement, et d'une manière insensible, mais je le sens. Qu'est-ce? Je ne sais. Je ne peux plus même écrire mes pensées. Un cachet lourd s'est posé sur mon âme, et il me semble que si je le soulève, ce sera une profanation. Italique. Quel manque de sincérité. Reprise. Comment ai-je pu autrefois écrire de telles choses et mettre mon cœur tout nu sur ces feuilles indifférentes? J'ai envie par instant de les brûler. Italique. Tu aurais mieux fait. Écriture droite. J'ai relu un peu tout à l'heure ce livre jadis adoré. J'ai rougi en le lisant. Italique. C'est ce que je fais à présent. Écriture droite. Une pudeur inconnue s'élève en moi. Et il me semble que je pourrais plutôt me déchirer le corps pour montrer mes entrailles que de soulever, fût-ce une seconde, le voile de silence qui masque le secret de mon esprit. Italique. Oh, que cette petite Péronnelle m'agace! Quel enfant j'étais!